Kiosque, madame, messieurs, c'est parti. Je disais bon réveil à vous rapidement. Voici le sommaire de votre magazine. Joseph Kabila, président de la République à Luanda. La troïka de la SADC sur la République démocratique du Congo s'ouvre donc aujourd'hui après les reports annoncés de la semaine dernière. Autre actualité, 24 avril 90, 24 avril 2018, 28 ans. Un article très historique sur cette question à lire à la manchette du journal La Prospérité, les retours au multipartisme, l'UDPS fait d'une pierre deux coups. Les meetings annoncés de Fatih, c'est tout à l'heure, sous le coup de 11 heures, à la place mythique Sainte-Thérèse, dans la commune d'Indjili. L'hôtel de ville n'a fait que constater et prendre acte de la demande. Autre sujet d'actualité, c'est cette paralysie totale au niveau de nos institutions hospitalières publiques. La grève des médecins, très suivie à Kinshasa, tout comme à l'est de la République démocratique du Congo, dont nombre déjà de morts. Attention, attention, ne tombez pas malade cette semaine, sinon vous frôlez la mort. Il y a également la grève des professeurs, membres de la PUKIN. On pose la question à Pierre Kangoudia, où se trouvent les reliquats de la bancarisation. On parle de plus de 80 millions de dollars américains. Toussaint Alonga, on veut donc à ce ministre transfuge de l'UNC et de Vital Kamerhe. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité, bienvenue sur le menu de votre magazine. On va rapidement lire les journaux. Grève de médecins, justement, j'en parlais tout à l'heure. Forum, titre là-dessus, les hôpitaux publics à nouveau paralysés hier à Kinshasa. Autorisation du meeting de l'UDPS, André Kimbuta, à l'ère de la décrispation. Joël Kadé, son Impact News, titre contre vents et marées. L'UDPS tient son meeting aujourd'hui à Sainte-Thérèse. Le journal de Patrice Bohoto écrit gestion calamiteuse du ministère des Sports. 3 judokas congolais fuient en Tunisie. Autre sujet, avec ces mêmes Papinyango, projet sur la construction des stades à travers les pays, les ministres Papinyango et Ngiamawera, bientôt aux arrêts. La référence écrit Unikin, le procès en grève pour exiger le paiement de l'air, manque à gagner. Je disais tout à l'heure, prospérité, l'ombre de Mobutu plane sur le multipartisme. 28 ans après, la classe politique congolaise rattrapée. Musique. Le grand vide, voici des années sans Papa Wemba. Je vais terminer par la cité africaine. Élection de décembre 2018. L'Est au cœur de la bataille. Les centres en arbitre. Kinshasa en faiseur de roi. Voilà, ce sont là les menus de vos titres, vos kiosques, dans votre kiosque journaux. Mais il y a également un titre très intéressant ici, qui nous concerne. Ministère des Sports. L'interpellation des Papinyango et Amos Mbayo. Vivement souhaité chez Luzolo Bambi Lessa. John Lungila, bonjour. Bonjour Serge. Congo Web, télévision haute définition. Vous vous portez bien? Oui, très bien. D'où Jésus Bélédou? Oui, il va bien. Gilbert Biladi? Il va très bien. Cédric Wassiama? Il va très Élisée Odia? Vous l'aimez beaucoup, il va très bien. Bolikango? Ça va. Ils sont nombreux. Allez, bienvenue à vous. John Lungila. Merci pour l'invitation. Israël Moutala, il est de 7 sur 7 pensées d'Israël. Bonjour. Bonjour Serge. Vous allez bien? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Jeff Obiang? Jeff Obang va bien. Je connais presque toutes les rédactions de la capitale. Absolument. Merci beaucoup. Jeff Kalib Obiang va bien. Allez, à la une de 7 sur 7 ce matin. Bon, à la une de 7 sur 7 ce matin, il y a notamment le meeting de l'UDPS. Il y a aussi un papier sur la vulgarisation du programme politique de Moïse Katumbi. Qu'est-ce qu'il compte faire pour les 5 prochaines années? Délice Sanga a convié, secrétaire général de Ensemble, a convié les Quinois à une journée porte ouverte au siège de Ensemble, donc le vendredi et le samedi. Donc voilà, il y a aussi ça. Ils sont vraiment, ces gens de l'ensemble, dans une sorte, dans une sérénité. Ils ne sont pas perturbés par cette histoire des doubles nationalités de Moïse. Pour eux, c'est la campagne, c'est expliquer les projets, c'est l'après-campagne, les projets de société de Moïse Katumbi. Donc, en tout cas, ils sont droits dans leurs bottes, que ce soit ces Sangas, ils sont absolument convaincus que Moïse Katumbi sera leur candidat à la présidentielle. Ils font tout pour ça. Donc, ils ne veulent pas s'écarter justement de leur trajectoire pour l'instant. Ils maintiennent le cap, Moïse Katumbi ou rien. Donc la même pugnacité qu'on a vue chez ces Sangas, c'est la même hargne qu'on a aperçue chez Gabriel Kyungwa-Kumwanza, qui parle d'inclusivité et tout ça. C'est vrai, nous sommes sur un champ politique, mais est-ce que justement la pression nationale et la pression internationale feront-elles plier le pouvoir de Kinshasa? Je n'en suis pas certain.
parce que le pouvoir de Kinshasa tient à ce que la candidature de Moïse Katumbi soit invalidée pour cause de nationalité supposée italienne. Très bien. John Lungela, malgré tous ces chants de sirènes, de Mova, de Chadari, vous voyez ces gens ensemble, ils sont sereins. Ils préparent leurs projets de société, ils expliquent ça aux Quinois, ils ne répondent pas à cette question. Pour eux, c'est d'abord un débat projet contre projet. L'essentiel que ce ne soit pas un temps perdu, parce que la question de la nationalité, c'est une question de droit, c'est pas une question politique. Voilà. Il faudrait pas compter sur le dialogue ou des arrangements politiques ou un compromis autour de la nationalité. Il faut interroger ce que dit la loi sur cette question et voir si on est conforme ou pas. Alors, les candidats portés par Ensemble, c'est un candidat problématique. Il est en déphasage avec la réalité juridique sur la question de la nationalité, et je crois qu'il est grand temps qu'il puisse un peu recadrer, peut-être penser à porter le choix sur une autre personne, parce que Joseph Kabila l'a dit, soit on change la Constitution ou on révise la Constitution, mais ce qui ne passera pas, parce que la question sur la nationalité, elle est claire, la loi, elle est claire sur cette question-là, et au candidat d'Ensemble de s'y conformer. Très bien, merci beaucoup. Oui, du programme politique ou du projet de société d'Ensemble, ça ne peut pas être une perte de temps. Si Moïse Katumbi va jusqu'au bout et que sa candidature est validée, tant mieux, il va porter ce projet. Si ce n'est pas lui, ce que ne souhaitent pas ses soutiens, une autre personne portera ce projet. Mais ce projet doit être expliqué, parce que le vrai combat ici, en RDC, on va y revenir, la démocratie n'est pas la finalité en soi. La démocratie est un moyen pour que nous puissions réduire sensiblement la pauvreté. Donc le vrai problème ici, c'est comment on atomise la pauvreté dans notre pays pour que les Congolais accèdent à des services de qualité, des services publics de qualité, pour recouvrer leur dignité. C'est ça le vrai débat. Comment on fait pour que nous soyons plus pauvres. Donc cette fois-ci, c'est ça le vrai débat. On y arrive comment? La classe politique, du moins du côté des Ensemble, veut nous amener à une sorte de débat sur les idées, sur des projets et sur des valeurs. Absolument. Parce qu'on a vu les 5 chantiers, on a vu la révolution de la modernité. Donc maintenant, il s'agit de voir, vous faites quoi? Avec quels moyens? Dans quel temps? Et avec, vous passez par quel candidat? Avec quels hommes et tout ça. C'est une question importante. Donc la question du débat projet contre projet est une question qui vaille. Je ne veux pas non plus éluder la question de la nationalité ici. Je ne veux pas la réduire à une question juridique. Je ne veux pas la réduire non plus à une question judiciaire. John Lungela, ce serait fausse route. Donc ça veut dire que la loi, elle est impersonnelle, elle est générale. Mais lorsque la loi n'est plus impersonnelle, n'est plus générale, elle s'applique à un individu dans un cas donné. Là, c'est une politisation de la loi. Et donc ça, ce n'est pas bon. Et donc il faut absolument éviter que la loi soit instrumentalisée et la justice soit instrumentalisée pour régler des comptes. Mais effectivement aussi, dans cette adversité, dans cette lutte entre Moïse Katumbi et les gens de la majorité, il y a tellement de haine, il y a tellement de récriminations qu'il aurait été aussi sage pour Moïse Katumbi de ne pas prêter le flanc. Justement, les autres, il a laissé quelques brèches et les autres maintenant instrumentalisent et la justice et la loi pour lui barrer la route de la présidentielle. Les cyniques peuvent dire que c'est des bonnes guerres. Oui, voilà, mais c'est ça. Bien, on l'a dit hier. Hein? Absolument. Donc, je veux que je comprends un peu, si je me permets de résumer un peu les confrères Israël Moutala, je n'en ai peut-être pas la capacité intellectuelle. Au-delà de l'individu Moïse, nous voulons vraiment ce débat sur les idées. Nous voulons ce débat sur le projet. Moïse ou pas Moïse, ça pouvait être Sesanga, ou Fati, Bazaïba, demain Chadari, Yolama, mais avant que Moïse ou pas, ou que Pierre Lumbi soit le candidat qui nous amène d'abord leur projet, qu'est-ce qu'ils pensent du Congo dans 5 ans, dans 10 ans, et que les gens de la majorité actuelle qui veulent encore venir, qu'ils nous présentent d'abord le bilan de ce qu'a été leur mandat pendant 10 ans et de nous faire de nouvelles propositions. Bon, moi, je crois que nous sommes sur un terrain politique, ça, c'est la bonne guerre. Mais si vous voulez imposer votre projet, n'obligez pas les autres à faire à jouer votre jeu. Bon, d'abord, ces projets, on le dit ici, mais les contenus
c'est lequel? Et puis, est-ce que ce projet a été conçu par le Congolais pour le Congolais? Est-ce que ce projet peut mettre le Congolais au centre de son développement, comme dépositaire du développement? Il faut lire, nous sommes journalistes, nous devons aller chercher ces projets et lire. Effectivement, vous savez que même quand je vois de petites choses, le jour même, le conclave même, qui a abouti à la présentation de ces projets, il n'y avait même pas les drapeaux du pays. Ça veut dire, il y a des gens qui se sont réunis entre guillemets pour l'intérêt du Congo à l'étranger, mais ils n'avaient même pas les drapeaux du pays. S'il vous plaît, j'étais à Johannesburg, s'il vous plaît, j'étais à Johannesburg, j'étais dans la salle. Vous savez qui a amené les drapeaux? Non, s'il vous plaît. Il y a un confrère, il y en a deux d'ailleurs. Il y a Daniel Safou, il y a il s'appelle comment, Jacques Indala, qui peuvent témoigner, qui avait les... C'était des journalistes. C'était des journalistes qui ils ont pris les drapeaux d'un journaliste qui est venu de Kinshasa, qu'ils ont voulu pour sauver le maire. Est-ce qu'il y a un projet alternatif en dehors de leur projet? Le projet, ça existe. Vous savez que ne me dit quand même pas que la majorité présidentielle qui tient à rester au pouvoir manque un projet pour... C'est à présenter quand? C'est le moment opportun, il faut attendre le moment opportun. Ce n'est pas encore le moment de faire campagne électorale. Vous savez déjà, la CENI vient d'activer, je crois, une structure pour veiller au contenu des discours des acteurs politiques, parce que ce n'est pas le moment de débat de campagne. Oui. Alors, il faudrait attendre le moment venu pour se lancer dans ces débats. Mais commencer, le lancer maintenant, ça serait prématuré et on risque d'énerver encore une fois la loi. Donc il faut demander à la plateforme Ensemble de savoir qu'il y a les textes qui existent, les lois qui existent. Quand vous voulez faire des choses, vous devez vous demander si c'est le moment ou pas. Mais ceux qui mettent les drapeaux dans des édifices publics là, et ne sont pas réprimandables. C'est tout le monde qui met des drapeaux. Si vous allez sur l'avenue de l'Enseignement, il y a des drapeaux partout. Si vous devant les sièges de leur parti. Ici, je vous dis, devant des projecteurs de la SNEL, il y a des drapeaux des partis politiques. Vous avez appris aussi à Béni qu'on a retiré les partis politiques. Là, c'est pas un problème. Si vous allez maintenant à la place Sainte-Thérèse, vous verrez les drapeaux des lits de peste et ses alliés. Très bien, merci beaucoup. On va prendre les minutes. C'est une question importante, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Parce que je vois que sur les débats de projets de société, John est un peu gêné. Et ça se comprend. Pas du tout. Parce que la vraie question, c'est quoi? La majorité a un problème de ce qu'on appelle l'usure du pouvoir. Ça fait quand même 2 mandats de 5 ans, 2 mandats de 5 ans et un autre mandat de 7 ans, quand je vois depuis 2006. Nous sommes à peu près à 12 ans. Et si nous remontons un peu à 97, ça va faire encore long. Il y a l'usure du pouvoir. Les défis sont énormes. Et donc, le bilan est assez maigre. Quand on prend les 5 chantiers, quand on prend la révolution donc au bout du compte, le bilan est maigre. C'est pas pour rien, au PPRD, ils ne sont pas cons. C'est pas pour rien qu'ils ont voulu se renouveler et qu'ils veulent encore se renouveler. D'où le rapprochement avec l'UDPS. Donc quand ils ont commencé Ibiza, ils voulaient se donner un nouveau souffle. C'est pas anodin. Donc ils savaient que bilan, dire aux Congolais que nous avons travaillé et que nous avons obtenu des résultats probants, c'était difficile justement de vendre ça comme voilà, il fallait se renouveler. Et donc même aujourd'hui la question par exemple de Félix Tshisekedi en accord à la primature et tout ça, c'est toujours dans le but de se renouveler et de se donner un nouveau souffle. Allez, rapidement, direction place de l'Ancelé. Qu'est-ce qu'elle est devenue cette place de l'Ancelé aujourd'hui? 24 avril 90, 24 avril 2018, 28 ans. Hein. Comprenez mon émotion. La fameuse phrase, hein, ce bout de phrase de Mobutu, John Lungela. Un petit commentaire historique. Moi, je crois que ça nous rappelle le bon moment. Il faut constater d'abord la flexibilité de Mobutu, au-delà de la force militaire qu'il détenait, au-delà de sa fortune, au-delà de son influence au niveau continental. Il a accepté de répondre à une revendication du reste parti au niveau interne et qui a pris aussi peut-être au niveau international, mais c'était juste une réponse à une pression internationale, mais ce n'était pas une réponse à un besoin du peuple congolais zaïrois à l'époque. Parce que Mobutu, effectivement, ce discours, si on doit faire le bilan, je crois que il n'y a rien de positif. Parce que nous avons adopté une culture
qui n'était pas la nôtre. Nous avons été incapables d'adapter cette démocratie aux réalités congolaises, zaïroises à l'époque. Je vais citer un acteur politique qui l'a compris aussi et qui veut en faire son objet, sa lutte, son cheval de bataille dans son parti. Si vous me permettez, Pierre Kangoudia, avec son parti politique, je le suivi, la vision de son parti. Ça veut dire que nous devons commencer d'abord par la formation du Congolais. Ça c'est Pierre Kangoudia qui... La formation du Congolais pour former l'esprit, pour former la tête même du Congolais. De manière à ce que ces Congolais soient les dépositaires de notre propre développement. Vous voyez, si on prend l'exemple de la Chine aujourd'hui, c'est pratiquement les us et coutumes chinoises qui conduisent la vie politique chinoise. Si vous allez en Grande-Bretagne, moi je suis d'accord avec Kangoudia quand il dit que c'est la meilleure démocratie au monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une constitution écrite, mais c'est pratiquement la tradition britannique qui dicte le comportement politique en Grande-Bretagne. Donc, il faudrait que nous aussi, à notre niveau, nous puissions penser une démocratie à la congolaise qui ne vient pas marcher sur notre culture ou nos us et coutumes, mais qui vient avec un fondement, une référence de la culture, de la tradition congolaise. Et si nous comprenons cela, si nous parvenons à inculquer cette mentalité à travers la formation de jeunes ou de Congolais pour le développement, je crois qu'on pourra... Parce que Kangoudia aurait dû faire ce qu'il dit aujourd'hui quand il était proche de Vital, non? Non, vous savez qu'il faut qu'on se dise la vérité. Pierre Kangoudia, d'abord, c'est un ancien haut fonctionnaire ministère des Finances de l'État. C'est un ancien ADG délégué aux finances. Un technocrate, bref. Effectivement. Et aussi, à l'UNC, parce que vous en parlez, c'était pratiquement le personnage principal, l'agent essentiel qui, autour de qui s'organisait et fonctionnait l'UNC. Vous n'avez qu'à constater aussi son départ aujourd'hui. Vous savez, dire que à l'UNC, Kangoudia l'a fait. C'est un signataire de l'accord du 10 octobre. C'est pratiquement l'homme à tout faire. Si vous visitez même cet accord, vous allez constater la touche de Kangoudia. Alors, si on vous arrive... visitez même l'UNC, vous allez constater la touche de Kangoudia. On arrive vers les années 90. Comprenez mon émotion. Mobutu fait ses grands discours à l'Ancélé. Et puis, après, il convoque, je crois, la conférence nationale souveraine, si ma mémoire est bonne, dirigée par l'archevêque de Kisangani, Laurent Mosiengo Passigna, l'actuel tata cardinal de Kinshasa. Et la conférence prend fin. Ça aboutit à ce qu'on a appelé les HRPT, je crois bien, HRPT, au Conseil de la République, Parlement de transition, dirigé par lui-même Mosiengo, et qui a abouti à l'élection de Tshisekedi comme Premier ministre. Un petit mot? Non, tout ça c'était des arrangements pour répondre à un besoin d'un groupe, parce que vous n'avez qu'à constater l'après toutes ces assises que vous avez dit, où est-ce que devient les résolutions de la conférence souveraine? Ça n'a jamais été appliqué. Mais qu'est-ce qu'on n'avait pas dépensé en termes de temps, en termes de moyens, en termes de logistique, d'énergie, et même il y a eu de morts et qu'on sort autour de ces assises. Mais après ces assises, qu'est-ce que nous avons tiré comme profit? Rien du tout. Donc c'était des arrangements de politique pour voir dans quelle mesure satisfaire les uns et les autres. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faudrait que l'homme politique congolais puisse d'abord s'interroger autour d'une question, comme le faisait Tshisekedi. Dans tout ce que nous voulons faire, quel est l'intérêt du peuple congolais? Merci beaucoup. Quel est l'intérêt du pays? Allez, Israël Moutala, j'aimerais rajouter, au-delà de ce que les confrères a dit, qu'au-delà de cette pression interne, il y avait également ces vents de la perestroïka qui a joué avec l'ex-URSS, et Mobutu avait perdu au moins la moitié de ses soutiens au niveau international. Oui, parfait. Mais avant que je ne place un mot sur l'ouverture démocratique constatée dans les années 90, c'est que je veux pas ici qu'on trompe quand même la vérité ou l'histoire. Je reconnais à Pierre Kangoudia de qualité managériale, de qualité intellectuelle indéniable. C'est un intellectuel complet, c'est un vrai technocrate qui maîtrise beaucoup de questions, notamment des questions économiques. J'ai discuté avec lui, c'est quelqu'un qui est au fait
Il est pétri de talent, comme on dit. Oui. Mais Vital aussi est quelqu'un d'exceptionnel en termes de capacité d'analyse, en termes de capacité de proposition. Donc aujourd'hui... Voilà pourquoi il ne pouvait pas prendre un n'importe qui pour le mettre à ses côtés. Alors aujourd'hui, je ne peux pas laisser John Lungila dire ici que voilà, tout ce qui s'est fait à la cité de l'OUA, c'était Kangoudia. Non. Vital, toutes les négociations politiques quand il était aux côtés de Kabila, c'était un des cerveaux moteurs. Quand vous lisez même le livre de Augustin Katumba Mwanke, il disait qu'il avait une équipe choc dans laquelle était évidemment Vital Kamerhe. Très bien. Et donc c'était un grand stratège. Tout le monde connaît la finesse politique de Vital Kamerhe, qui est aussi un économiste. Et donc je ne peux pas laisser dire ici que c'était Kangoudia. Non. Il ne faut pas les opposer. Donc chacun a joué sa partition. Kamerhe est un grand leader et c'est lui qui a fait justement que il a pris Kangoudia sous son aile et tout ça. Il faut quand même essayer de... Très bien. De remettre les choses à leur place. Mobutu plaira. Je me souviens très bien, ce jour-là, je crois, je n'en revenais pas, je crois que je suis à Kalemi, à cette époque-là, je revenais de l'école, voilà, et on discutait sur le pont Lukuga, notamment, de ce que Mobutu venait de pleurer. On n'en revenait pas. Mobutu, pour nous, c'était un dieu. Moi j'étais à Guadeloupe. Ah d'accord, moi j'étais à C'était les mois à Guadeloupe là-bas. Ah tout à fait, nous aussi c'était les mois. On n'en revenait pas parce que pour nous Mobutu, donc il était intouchable, c'était un demi-dieu, donc c'était un demi-urge. Donc voilà, on n'en revenait pas que Mobutu puisse pleurer. Est-ce qu'il avait des sentiments? Donc on l'a vu. Donc on n'en revenait pas. En fait, il pleurait quoi? Il sentait les pouvoirs en train de partir, ou bien les Américains, la CIA a dit à Mobutu, monsieur, pour toi c'est la transition, tu prépares ton départ. Et il faudra aussi dire que cette année 90, c'est en fait les retours au multipartisme. Hein. Absolument. Et donc, nous sommes dans le vent de la perestroïka. Ça intervient après, je crois, le discours de la Baule, où justement François Hollande conditionne l'aide publique au développement, à la démocratisation, au respect des droits de l'homme. François Mitterrand, vous voulez dire? Vous parlez de François Hollande? François Mitterrand, voilà, de François Hollande. Donc le discours de la Baule, justement maintenant, on revenait d'une crise importante, la chute de minerais, on avait perdu nos moyens financiers et tout ça. Les cours s'étaient effondrés, du pétrole notamment, du cuivre et tout ça. On était dans cette dynamique où les États revenaient après de cures d'austérité imposées par le FMI. Les États africains étaient exsangues. Et donc, dans cette pauvreté, il y avait beaucoup de tumultes. Et François Hollande a prononcé un discours pour dire désormais l'aide, il faut la mériter. Et pour la mériter, il faut instaurer, il faut respecter les droits de l'homme, il faut démocratiser. Donc, il y avait une forte pression internationale, il y avait une forte pression nationale qui ont vaincu Mobutu. Mobutu a pleuré parce que psychologiquement, il n'était pas préparé justement à quitter le pouvoir. C'était un dictateur et donc il voulait mourir au pouvoir. Donc les tentatives même de devenir maréchal, c'était toujours cette personnalisation. Par après, il fait une conférence de presse pour dire que les chefs de l'État restent au-dessus de la mêlée. La mêlée et tout ça. Donc voilà, il y avait ce tiraillement. À un moment, il voulait se retirer, être populaire. Mais c'était une bête politique. Il voulait toujours être dans l'arène, contrôler et tout ça. Mais je pense que, il faut dire aussi que l'immaturité de l'opposition à l'époque n'ont pas permis à Mobutu de sortir par la grande porte. Donc je crois qu'à un moment, Mobutu était aussi de bonne foi et que c'est l'immaturité de l'opposition, de l'époque aussi qui n'a pas permis un dénouement heureux. On a fait à peu près 7 ans de transition interminable. Et après est arrivé l'AFDL qui a balayé tout le monde. Et aujourd'hui, nous sommes toujours en train de chercher ce nouveau souffle démocratique, enraciner la démocratie. Et même ceux qui avaient pris les armes pour chasser Mobutu, pour enraciner la démocratie, eux aussi se sont fourvoyés en 2016 en bloquant une alternance pacifique, en cherchant des prétextes divers. Donc aujourd'hui, nous espérons que en décembre, on va y aller une fois pour toutes et asseoir la démocratie, avoir une règle de jeu stable, la Constitution. Ce n'est pas cette Constitution qui fait que nous ne soyons pas développés. Ce n'est pas la faute de cette Constitution qui fait que nous n'avons pas d'eau, de courant, nous n'avons pas de bonnes routes. Ce n'est pas la Constitution. Où est la faute? Comme ils disent, un seul article ici qui empêche aux Congolais de se développer. C'est pas ça. C'est une question de vision, c'est une question de volonté, c'est une question de valeur, c'est une question de management public, c'est une question de moralité publique. Donc cette Constitution n'a commis aucun péché dans le tort que nous avons aujourd'hui. Et donc pour revenir encore à John Lungila, qui parlait de la Constitution britannique, il n'y a
aucun système politique qui soit identique. La démocratie a des variantes. Toujours, ça dépend des mœurs, ça dépend de la société. Donc vous pouvez mettre les mêmes structures politiques dans un pays donné, mais ça dépend des usages, de la mentalité de la population qui fera que ça sera un régime particulier. On va continuer dans cet élan historique. Je prends, c'est bon pour les étudiants, mais aussi pour ceux qui nous suivent, je prends la conférence nationale souveraine comme les dialogues dits de Saint-Sylvestre. Ok? Piloter la conférence nationale. Vous avez les hauts conseils de la République, Parlement des transitions, piloté par Mosengo, un catholique. Vous avez les dialogues de la SENCO, piloté par la SENCO qui est l'église catholique. Deux faits, des moments différents, mais avec les mêmes acteurs. Tshisekedi est élu Premier ministre. On sait comment ça s'est passé. Dialogue de Saint-Sylvestre. On vous dit, le Premier ministre doit sortir du rassemblement. Et on réserve le poste du président du CENSA à Etienne Tshisekedi. Mobutu était fait mandat vers les années 90. Kabila est fait mandat en 2016. Ils sont des faits de similitude. Mobutu roule, il prend Gounz. Kabila roule, il prend Sami Badibanga. Mobutu roule, il prend Birindwa. Kabila roule, il prend Chibala. On n'a pas avancé. Je peux répondre? Allez-y. Mais vous savez d'abord pour le cas de Sami Badibanga. Non, est-ce que le fait que j'avance là? Effectivement, à un certain niveau, tu as fait aussi des raccordements frauduleux. Mais oui, mais je suis pas contre ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Je suis d'accord. Mais il faut souligner aussi les contextes qui ont conduit aux nominations ou au choix de ces personnalités que vous avez citées, Birindwa et consorts. Vous voyez, le cas de Badibanga par exemple, vous savez qu'il n'a pas été débauché. D'ailleurs, là il faut laisser le soin à Kamer et de vous répondre. Parce que Badibanga a été nommé conformément à un accord qui a été signé. Et Kabila n'a pas triché à ces points. Comment on l'appelle, Bruno Tshibala a été nommé conformément à un accord. Mais seulement, il n'a pas été porté par sa famille politique pour des problèmes liés en interne au niveau du parti de l'UDPS. Alors je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même la bonne foi, la volonté de bien et de bien faire. Vous avez vu le rapport qu'il y a maintenant entre l'UDPS et le régime. Même si certains pouvaient diaboliser ou croire que Félix a vendu son âme pour la primature ou quoi, mais les choses devaient se passer comme ça. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des adversaires politiques. Aujourd'hui, l'UDPS va tenir son meeting, ce qui n'était pas possible hier. On ne peut pas crier... c'est une décrispation. Voilà, par exemple. Et derrière, c'est la volonté même de la Cour de la CSUDES. Peut-être que je ne me suis pas bien fait comprendre. Allez-y. Je me dis ceci, nous sommes dans un pays où nous évoluons ou bien nous nous occupons des recettes vieillissantes, dépassées, pour en faire aujourd'hui la politique. Hier, cette recette du maréchal était rentable pour que Kabila s'en serve aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais ce sont des stratégies. Parce que Mobutu a bénéficié d'une transition de 7 ans. Est-ce qu'il a gagné à la fin? Bien, c'est le peuple qui a gagné. Mouzé est venu le balayer. Kabila aujourd'hui est dans la même situation. Kabila utilise les mêmes recettes. Est-ce que Kabila va gagner aussi? Le problème du Congo, ce n'est pas le problème de Kabila. Le problème du Congo, c'est le problème des opposants. Ceux qui s'opposent à Kabila. Oui, oui. Israël vient de le dire tout à l'heure, de déplorer le comportement de l'opposition. Une minute. Donc, aujourd'hui, les problèmes, si nous avons une opposition capable, responsable, qui sait ce qu'elle est en train de faire pour l'intérêt du pays, je ne vois pas Kabila résister. Mais si quelque part Kabila résiste, parce que Kabila est conscient que ce qui se trame derrière cette opposition, ce sont des volontés
impérialiste et il ne veut pas céder à ces pressions-là. Mais je vais terminer, si vous me permettez, si vous me permettez, Serge, parce qu'il m'a cité. Je n'ai pas opposé les deux cas, donc Kangoudi et Kamere, je ne les ai pas opposés. J'ai répondu à une question de Serge Kabongo. Tu vas quand même pas ignorer que Kangoudia était la cheville ouvrière de l'UNC. C'était un homme à tout faire, un homme effacé, mais qui faisait pratiquement tout à l'UNC. Beaucoup de stratégies, de plans de sortie des crises proposés par Kamere, ça a été conçu par un homme. Et je crois qu'aujourd'hui, vous constatez d'ailleurs la carence des propositions de l'UNC. Et donc, il faut constater que, moi d'ailleurs, je viens de l'apprendre, que la sortie officielle du parti de Kangoudia, c'est pour ce samedi. Et le secrétaire général de l'UNC, Jean Baudouin Maillot, annonce également un meeting à Lemba pour faire obstruction à cette sortie officielle. Alors, qui s'oppose à qui? Donc, je vais répondre à votre question pour vous dire que moi, je m'oppose. Merci, Israël. Mais je crois que c'était une cheville ouvrière de l'UNC qui avait tout fait à l'UNC. Épargnez-nous un peu de ce débat de Kangoudia. C'est vrai, il fait son parti Bovan à lui. Revenons aux faits. Les faits, c'est que Conférence nationale souveraine, Moussengo pilote. Dialogue de Saint-Sylvestre, c'est l'église qui pilote. On ferme la conférence. C'est le comité laïque de coordination qui appelle les gens. Il y a eu un certain 16 février, les gens sont morts. Aujourd'hui, il y a eu un certain 31 décembre, il y a eu un certain 25 février, les gens sont morts. La même église catholique, les mêmes acteurs politiques. Est-ce qu'on est avancé ou bien nous avançons en reculant? Non, on n'est pas avancé. Ça veut dire que nous faisons du surplace. Ça veut dire que aujourd'hui, il y a eu des gens qui sont morts au nom de la démocratie. Donc, l'histoire bégaye. Il ne faudrait plus que l'histoire bégaye. Allons de l'avant. Il y a d'autres challenges. C'est ce que je dis. Il y a des gens qui réfléchissent à comment, par exemple, les humains, quand la Terre ne sera pas hospitalière, réchauffement climatique, comment est-ce qu'on peut s'installer sur notre planète? Ici, on en est encore à Oumela, à Yebela. Quittons ces débats de bas étage. Il faudrait absolument qu'il y ait qu'on infuse dans la population ou même dans tout le monde que personne n'est indispensable. Personne n'est indispensable. Ça veut dire que la vie est une chaîne. Personne n'est indispensable. Donc, mettons en place des structures qui fassent en sorte que le Congo soit fort, que Kabila soit là ou pas, que le Congo avance, que Félix Tshisekedi soit là ou pas, que le Congo avance, que Moïse Katumbi soit là ou pas, que le Congo avance, que Vital Kamerhe soit là ou pas, que le Congo avance. Yolama aussi, il faut citer de temps en temps Yolama. Que les structures, que les structures, c'est ça le vrai débat. Le vrai débat, c'est que personne n'est indispensable. Alors, une autre question. C'est ça pour moi la grande réalité. Vers les années 80, il n'y a pas d'homme providentiel. Vers les années 90, Mobutu, on vous dit, vous êtes fait mandat. Mais c'est vrai. Il y a la conférence, Tshisekedi est élu. Mobutu tourne. Musée Laurent Désiré Kabila constate qu'il y a la mauvaise foi dans les chefs de Mobutu. Mobutu ne veut pas respecter les accords, Mobutu ne veut pas respecter l'opposition, Mobutu ne veut pas respecter ses engagements. Musée Laurent Désiré Kabila et l'actuel président de la République, Joseph Kabila, prennent pour prétexte que Mobutu ne veut pas respecter les accords, Mobutu est hors mandat. Kabila actuel et son père prennent les armes pour chasser Mobutu. Donc les mêmes causes produisant les mêmes effets. Kabila arrive fin mandat. 2016. Il n'organise pas les élections, il organise un foutu dialogue. À l'OIA, ça ne marche pas, il aurait un deuxième dialogue, ils n'ont pas comme prévu, même les dépositaires de l'accord qui est la Senghor disent que ça ne répond pas. Est-ce que Kabila peut aujourd'hui accepter que quelqu'un prenne les armes pour les chasser, comme lui avait pris les armes pour chasser Mobutu, en prétextant que Mobutu ne respectait plus les recommandations de la conférence nationale et d'autres forums? C'est ça justement, c'est ça le problème. Nous nous sommes dit dans ce pays, plus jamais justement la prise de pouvoir par les armes. Et on s'est donné une constitution que certaines accusent de tous les péchés d'Israël, pensant que c'est elle justement qui nous empêche de développer le pays. Il n'en est rien. Il s'agit de leur incurie qui fait que nous stagnons aujourd'hui. Donc j'entends parfois les équilibrations de mon aîné Jean-Pierre Kambila, mais il ne faut pas blâmer la constitution. Non, c'est pas la constitution qui est en cause ici. Regardez par exemple Mouzé quand il est arrivé, mais il a fait pire il a fait
presque pire que Mobutu. Parce que d'abord, les libertés publiques étaient suspendues. Il n'y avait plus de partis politiques ici. On voulait nous imposer des CPP dans ce pays. Vous vous souvenez? Donc aujourd'hui encore, quand je regarde le régime, on a des prisons, on a encore des cachots clandestins. Pourtant on avait dit plus jamais ces histoires-là. Aujourd'hui, un homme comme Carbone Béni, ça fait combien de 4 mois, 5 mois. Voilà, est-ce qu'on l'a présenté devant son juge naturel? De quoi est-ce qu'on le reproche? Voilà des questions basiques, fondamentales, justement, qui montrent qu'on a encore du progrès à faire pour consolider la démocratie et l'état de droit. Mais John Lungi, là, donc ceux qui venaient pour installer la démocratie en chassant Mobutu n'ont pas réussi. Donc, non, on n'a pas réussi parce qu'on est dans une crise, on est dans une crise politique aiguë. La même crise vers les années 90. On avait dit plus jamais des conciliabules. Voilà. Mais on disait plus jamais des conciliabules dans ce pays. Quand la crise a éclaté au lendemain des élections de 2011, n'est-ce pas? On est en 2012, on disait plus jamais des négociations ici. Attendez les élections qui vont arriver en 2016. On arrive en 2016, on cherche tous les prétextes pour éviter les élections et nous sommes dans une crise. Allez, on a fait le premier dialogue, on a fait le deuxième et voilà. On peut mener des bonnes études sur cette question-là. Absolument. La crise vers les années 90 et la crise à la fin du mandat. Il y a beaucoup de parallélisme entre les deux crises. Donc la classe politique est restée la même. C'est à elle de se démocratiser. Merci beaucoup, Israël Moutala. Mais moi, je pense que les vrais problèmes, c'est les Congolais. Apparemment, ceux qui nous dirigent ou ceux qui nous ont dirigés n'ont pas été préparés. Parce que comment moi je peux me dire, je suis journaliste, Israël est journaliste. Israël avait commis une faute ici. Au lieu de dire 80 ans, il dit 80 ans. Moi, je viens chasser Israël comme rédacteur en chef. Je deviens rédacteur en chef, mais je commets les mêmes fautes, les mêmes bêtises. Ça ne peut pas s'expliquer. J'ai dit tout à l'heure que il y a la question, ça veut dire que souvent quand quelqu'un accède au pouvoir, il y a toujours des gens qui lui disent que tu deviens l'homme providentiel. Allez, on va prendre les gens peuvent avoir des qualités exceptionnelles. Et je reconnais, il y a des gens qui ont des qualités exceptionnelles. Etienne Tshisekedi a eu des qualités exceptionnelles, mais il est mort. Est-ce pour autant que... Allez, on va prendre maintenant ce discours de Tshisekedi. Mouzé était aussi une personnalité charismatique. Elle est morte. Est-ce que le Congo s'est arrêté? John a commencé avec ses premiers thèmes. Israël, vous n'avez que 2 minutes pour aborder cette question sur ces grands meetings annoncés. Ça sera un véritable baptême des faits pour Fachi, investi président après les congrès. Il va dire quoi aujourd'hui? Ça sera les premiers discours devant les publics de Kinshasa, ses militants, mais aussi les contextes de ces discours par rapport même aux arrangements avec le gouvernement pour le rapatriement de la dépouille de son père, mais aussi des probables rapprochements, semble-t-il, pour d'autres rallonges de la transition, un peu comme vers les années 80. Qu'est-ce que Fachi va dire aujourd'hui? Écoutez, sur la question du rapprochement entre l'UDPS et le PPRD, écoutez, c'est des bonnes guerres, c'est en politique. La politique, elle est dynamique. Ça veut dire que la majorité a besoin de se réinventer, a besoin d'aborder les élections futures dans la sérénité. Et la majorité part d'un postulat clair, facile. Ça veut dire que si j'ai une alliance avec l'UDPS, je conserve le pouvoir. Ça ne discrédite pas l'UDPS au cas où on aurait un autre rallonge d'une transition interminable. Il ne s'agit pas de transition. C'est quoi alors? Il s'agit d'une alliance pour que la primature n'est pas la finalité, mais que ce soit le tremplin pour Félix Tshisekedi de devenir président. Dans les cas de la pour les élections à la fin de cette année. Absolument, pour les élections à la fin de cette année. Pas au-delà de cette année. Non, pas au-delà de cette année. Okay. Mais la majorité dans une perspective de 5 prochaines années, de 10 prochaines années. Le PPRD essentiellement, veut une alliance forte. Elle avait commencé ça déjà, elle avait déjà compris ça bien avant, quand elle a commencé les rapprochements en 2016. Elle avait déjà compris ça, que la meilleure façon de garder le pouvoir, c'était de s'allier à l'UDPS. Très bien. Écoutez, Katumbi aussi, sachant cela, a torpillé ce rapprochement et il y est parvenu. Mais la majorité n'a jamais renoncé à ce rapprochement-là. Et donc aujourd'hui, il appartient à Félix Tshisekedi. Ce rapprochement va être bénéfique pour Fachi aujourd'hui, en ces moments critiques, ou bien ça sera difficile? Alors, c'est un rapprochement qui va tenir compte du deadline des élections, ou bien on veut de ces rapprochements pour davantage clouer Fachi? Et tout dépend de ce qu'il y aura dans l'accord. Si dans l'accord, par exemple, que l'accord se concrétise et que dans cet accord on dit voilà, pour nous, le candidat à la présidentielle sera Fachi, par exemple,
pour la majorité, qui a du mal à trouver une personnalité charismatique qui doit fédérer tout le monde. Si on fédère, si la majorité fédère autour de Fathi et que eux prennent la primature, pour les 5 prochaines années, ils sont en alliance. Et voilà. Alors, qu'est-ce que Fathi va dire aujourd'hui à ses militants? Donc, Fathi va dire aux militants aujourd'hui, d'abord à l'heure de la détente, il va d'abord dire que aujourd'hui, il va asseoir son leadership sur le parti, il va demander aux militants d'être disciplinés, il va demander aux militants d'observer la trêve, le temps de se recueillir devant la mémoire de son père, le rapatriement du corps de son père, mais c'est plutôt organiser, mettre le parti en ordre de bataille, parce qu'il ne peut pas tenir aujourd'hui un discours offensif, parce qu'ils ont décrété une trêve, mais il doit aussi clarifier aussi peut-être sur tout ce qui s'est dit comme bruit de couloir entre les petites négociations secrètes entre les deux camps. Mais toute négociation qui ne passerait pas par la Senco, elle sera crédible et crédibilisée? Mais le problème, c'est ça. S'il a la bénédiction de la Senco, tant mieux. Mais s'il ne l'a pas, à un moment, c'est ça la politique. Il faut prendre ses responsabilités. C'était la même UDPS qui disait que pour enterrer dignement Etienne Tshisekedi, il faut mettre en place, il faut appliquer son testament. Donc aujourd'hui, la majorité lui dit voilà, nous sommes prêts maintenant à appliquer le testament. Es-tu d'accord ou pas? Est-ce que quand on applique ce testament, voilà ce qui va arriver. Donc c'est à lui maintenant de se choisir, de se déterminer. Il y va seul, il y va avec la majorité ou il y va avec Katumbi? Ou avec la Senco? Ou avec la Senco. Donc il a des choix à faire très importants dans les jours à venir. Merci beaucoup. Qu'est-ce que Fathi va dire aujourd'hui? Si vous avez été dans les secrets de Fathi comme son monsieur Com, vous allez lui dire quoi? D'abord, c'est les bilans de la démocratie, parce que nous sommes le 24 avril. Et puis, deuxièmement, Félix doit rassurer le militant, expliquer aux militants le compromis qui a conduit au rapatriement. À la mise en place du comité préparatoire. Comment les choses se sont passées pour rassurer les combattants, parce que beaucoup de choses... Il y a trop d'intox, hein? Effectivement. Et aussi faire comprendre aux uns aux autres que c'est un nouveau leadership qui commence au niveau du parti, donner la ligne de conduite que les combattants doivent suivre dans les jours à venir et définir clairement l'avenir du parti par rapport aux élections. Effectivement, c'est vrai, on ne peut pas refuser à l'UDPS de se rapprocher du PPRD ou de la majorité présidentielle. Déjà, il faut savoir que la MP, elle est spécialiste, elle est forte dans ça. Elle a su arracher Gizenga entre les mains de Jean-Pierre Bemba en 2006. En 2011, vous avez vu les efforts qui ont été déployés pour qu'il garde le pouvoir. Mais je crois que cette fois-ci, ça ne peut pas étonner s'il y a ces rapprochements. Moi, je crois que la Senco n'a pas remplacé le peuple congolais. Il faut se référer au peuple et non à la Senco. Elle a fait un travail que nous saluons, mais ces rapprochements, si ça s'inscrit dans la ligne tracée au niveau du centre interdiocésain, je ne vois pas pourquoi ça doit déranger. Vous avez vu, les choses se sont passées sous l'œil regardant attentif du CNSA. Ça veut dire que Félix Tshisekedi est dans le bon, mais seulement il faut reconnaître qu'actuellement il y a pratiquement 3 forces politiques. Il y a les kabylistes, il y a les katumbistes, il y a les tshisekédistes. Si les tshisekédistes... Vous placez Kamere où? Non, mais vous savez que Kamere est entre les 3. Et les MLC et entre le 3. D'ailleurs, c'est ce qui justifie ces rapprochements. Et les Palou? MLC, Palou et avec Joseph Mouzitou n'est plus en odeur de sainteté avec la majorité. Mais oui, vous parlez des mouvements, je vous parle de Palou et avec comme structure. Donc, si aujourd'hui, les katumbistes font alliance avec les tshisekédistes, c'est les kabylistes qui vont tomber. Si les tshisekédistes font alliance avec les kabylistes, c'est les katumbistes qui tombent. Et Katumbi en est conscient que ces rapprochements, c'est pratiquement sa disparition. Et c'est ce qu'on va constater. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, l'émission d'aujourd'hui est terminée. On va parler de la grève de 12, c'est très important. Il y a déjà des morts. On dénombre plus de 6 morts déjà dans nos hôpitaux. Je commence par vous, chers frères. Cette grève, d'abord, je ne sais pas, il faut parler des professeurs. On interpelle déjà Kangoudia. Il veut faire la sortie de son parti politique, mais on va l'interpeller. Où sont les 800 millions de dollars ou les 80 millions? Mais la grève de médecins. 1 minute pour les professeurs et 2 minutes pour le médecin. Ça vous fait 3.
D'abord pour le professeur, vous savez que c'est un problème qui en réalité ne pouvait pas nécessiter une grève de leur part parce que oui, parce que c'est lié au paiement d'une prime. Le retard que ça a pris, c'est vrai, ils ont signé un protocole d'accord avec le gouvernement et ils appellent le gouvernement au respect de ces protocoles d'accord, mais le vrai problème c'est le manque à gagner que le gouvernement doit compenser pour honorer cette prime. D'ailleurs, cette prime qui doit être aussi supprimée parce que c'est soutiré dans le frais académiques payés par les étudiants. Mais seulement le problème se pose maintenant au niveau du budget parce qu'avec le ministre de l'Essu, le problème a été réglé. Mais au niveau du budget, on a constaté des agents fictifs. Ça veut dire, nous connaissons qu'aujourd'hui, on n'a pas plus de 2500 professeurs, mais sur la liste de paye, vous avez au moins 4000 professeurs. D'où viennent les 1500? Vous avez une liste de chefs de travaux assistants, par exemple, qui sont à 4000, pendant que le pays... On n'a pas ajouté les Obé Manouakou et les... Il y a des agents fictifs. Non, eux sont docteurs, ils ne sont pas encore professeurs. Hein. Il y a des agents. Adolphe Voto qui venait de défendre sa thèse. On n'a pas encore ajouté Manouakou, Matata et les autres. Hein. Donc, vous avez compris le problème. Oui. Donc, au niveau du budget, on veut que les établissements envoient la liste des professeurs. Okay. Et la guide. Donc, il y a des fictifs parmi des professeurs. Effectivement, il y a des fictifs. Qui favorise ces pauvres fictifs-là? C'est pourquoi il y a une commission qui est en train de travailler, je crois, au ministère du Budget, pour aboutir à une liste, une véritable liste des agents qui sont les médecins. Qui font le travail. On dénombre plus de 7 morts déjà. Pour le médecin, je crois que c'est une question aussi que le gouvernement porte à cœur. J'ai suivi le vendredi la délégation des Sinamed, des Sinamag était avec le ministre du Budget, Simeko, voilà, avec le ministre du Budget pour discuter de la question. Je crois qu'il y a une proposition du gouvernement que les médecins n'ont pas encore acceptée. Les discussions sont en train de se poursuivre. Mais attendons peut-être que je crois d'ici fin de Israël, sous d'autres cieux, dans un pays de guerre comme chez nous, si les médecins débrayent, on prend des médecins militaires. Donc on n'a plus de génie militaire, on n'a plus de médecins. Donc nos militaires, à part faire la guerre, ils sont là, ils font des bilans là comme chez ma mère au Kankokolo. Il n'y a plus de médecins militaires là. On peut prendre 200 médecins militaires, 300, on les déploie dans les hôpitaux. C'est une question tellement profonde que ça sera difficile que j'en parle. Mais la vraie question ici, moi je suis pas très à l'aise avec ces luttes corporatistes. Moi, je suis pour la solidarité nationale. Mon problème, c'est celui-ci. Sinon, c'est chaque compartiment de la vie qui... Moi, mon problème, c'est celui-ci. Quelle est la politique salariale? Parce que la Constitution nous dit que les Congolais doivent vivre dignement de leur salaire. C'est ça, c'est le principe qui est dans la Constitution. Comment, justement, on le matérialise? On doit développer quelle capacité en termes de richesse pour qu'il y ait une redistribution. C'est quoi la tension salariale? C'est quoi le minimum? Parce que j'ai parlé avec un colonel Foul qui touche 160 000 francs congolais. Colonel Foul, 160 000 francs congolais. Donc moi, voilà, je suis proche des militaires, je suis proche des policiers. Donc quand un colonel Foul touche 160 000 francs, qu'en est-il d'un adjudant? Donc aujourd'hui, c'est vrai. J'ai beaucoup de respect pour les professeurs. Ils m'ont donné cours. Voilà. J'ai beaucoup de respect pour les médecins. Bon, je crois qu'ils étaient plus studieux que nous d'ailleurs. Ils ont des longues études, des études pénibles. Il faut qu'on tienne compte du temps de la formation et du travail qu'ils rendent à la population. Mais ça doit s'inscrire dans une politique. Voilà pourquoi est-ce que je suis curieux de savoir c'est que les katomistes proposent par rapport à ça. Je suis curieux de savoir c'est que les tshisekidistes proposent par rapport à ça. Je suis curieux de savoir c'est que les autres, comment dirais-je, les kabylistes proposent par rapport à ça. C'est ça le vrai débat. Non, eux ont déjà proposé pendant 10 ans, non? On ne peut plus être exclué. D'accord. Ils ont déjà proposé pendant 10 ans. Donc, comme bilan des grèves. Et comme tu l'as très bien dit, voilà comment est-ce que c'est des petites... Alors qu'on me dise quelle est la faute de la Constitution avec ces grèves à répétition. Où est la faute de la Constitution? Voilà pourquoi je dis que pour moi, loin d'imaginer que les katomistes vont disparaître, non. Même s'il y a une alliance entre UDPS, ils ne vont pas disparaître. C'est un courant fort, avec plusieurs personnalités de qualité. Donc ils sont dans le paysage politique. Merci. De même que Mouzito, de même que Vital Kamere, et de même que le MLC, parce que F. Bazaïba, Fidel Babala, on ne va pas les enterrer comme ça. Ils ont pignon sur rue. Et donc je pense que autour de ces courant ou de cette personnalité, je pense que le Congo peut bâtir plusieurs alternatives parce qu'il faut qu'il y ait cette pluralité. Très bien. Et pour terminer,
le PPRD aussi, il ne s'est pas essoufflé, il s'est renouvelé. Vous avez vu ce que le travail qu'a fait Chadari, c'est un homme de terrain. Et vous avez vu aujourd'hui les nominations qu'il y a à la Ligue de jeunes, ce n'est pas fortuit. Papi Pungo en a pris la direction, il est secondé par Serge Kadima, c'est des jeunes dynamiques. Mon ami Tissola, Adam Tchaloué, il est vice-président de la Ligue de jeunes. Adam Tchaloué est devenu jeune, et ensuite Patrick Kanga. Tout le monde et maintenant, par exemple, au bureau politique, ça veut dire que ce n'est pas anodin qu'on prenne des jeunes, on les met comme ça. Parce que la majorité de l'électorat et les jeunes. Donc c'est des coups d'œil à la jeunesse. Donc il y a une stratégie derrière toutes ces mises en place. Très bien. Ils ne sont pas distraits. Merci beaucoup. Donc il faudra Israël que tous les autres Moutala soient aussi éveillés. Très bien. Israël Moutala et John Lungula. Il connaît tout le monde là-bas parce que ce sont des amis avec qui on a étudié à l'université, on a fréquenté des bonnes écoles. Je n'ai pas dit le contraire. Oui, allez, merci beaucoup. L'émission est terminée. Ça sera un week-end chaud, hein. Trop de grèves, attention, mais aussi chaud en politique. Fachi, Anjili, Vital, Alemba, Vital face à Kangoudia. Kangoudia aussi la sortie officielle. Non, pas Vital. Mayo veut s'improviser. Non. Parce que vous savez, l'émission est terminée, madame, monsieur. C'était un réel plaisir. Vital Boss candidature. Mayo veut s'improviser. Je vais rendre l'antenne. Mais c'est la sortie officielle du FCD qui est. Je vais rendre l'antenne. On a oublié un grand thème, la Troïka. On reviendra sur ça. Mais aussi la hausse du prix des produits pétroliers. Demain, ça sera un kiosque économique, hein. Gabi Kouba, Eric Chikouma. Merci beaucoup. Fois ça, je vous rends l'antenne.